Alors, rebonsoir à tous. Nous allons continuer faire la deuxième partie de cette conférence où nous allons écouter nos magnifiques intervenants Audrey et Mohamed sur l'observation astrophysique. Bonsoir, nous on va vous parler du coup de l'observation astrophysique et notamment de comment on analyse les différents messagers qu'on a pour faire ces observations astrophysiques. Donc d'abord, moi je vais vous parler de lumière et des ondes électromagnétiques et après mon collègue vous parlera des autres messagers, comment les utiliser, comment les analyser. C'est pour je fais juste un petit appel. On- donc l'un des messagers les plus utilisés pour faire de l'astro, ce sont les ondes électromagnétiques, donc de la lumière. Donc la plupart d'entre vous le savent déjà sans doute, mais en gros la lumière est composée de plusieurs longueurs d'onde, notamment les longueurs d'onde visibles qu'on peut voir en dispersant la lumière blanche par un prisme. Et donc on a évidemment d'autres toutes les autres longueurs d'onde, notamment les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les UV, etc., etc. Et nous, en astronomie, on va chercher à utiliser toutes les propriétés toutes ces propriétés de la lumière, notamment quand ici, si on prend une galaxie et qu'on la regarde sous différentes longueurs d'onde, on peut voir des choses différentes en fonction de la longueur d'onde qu'on prend. Par exemple, si on prend les longueurs d'onde infrarouges, on peut voir à travers les nuages de gaz, donc ici. On voit aussi les objets froids et ça nous permet aussi de voir les galaxies à très longue distance, les galaxies très lointaines. Sinon, si on regarde en UV, on pourra voir notamment les étoiles chaudes et aussi par exemple les disques d'accrétion des trous noirs qui sont très chauds. Par exemple là, ici au centre de la galaxie, on peut voir le trou noir de la galaxie M87. Et puis on peut aussi regarder par exemple en ondes radio où pareil, les ondes radio passent à travers le gaz, le gaz. On peut voir l'hydrogène neutre. On peut aussi intercepter les rayonnements de synchrotrons qui sont des rayonnements produits par les champs magnétiques interstellaires, qui sont notamment utiles pour voir la production à quel point une galaxie produit de nouvelles étoiles. Et donc l'une des propriétés qu'on va le plus utiliser en astro, ça va être le rayonnement thermique, parce que c'est la chose qu'on va quasiment tout le temps voir en astro. En gros, tout corps à une température non nulle va dissiper son énergie par rayonnement thermique. Et donc ce rayonnement thermique est décrit par la loi de Planck, qui est décrite juste ici, où en gros, ici on a la dispersion l'intensité lumineuse des différentes longueurs d'onde pour une certaine température. Et comme on peut le voir, plus on va avoir une température élevée, plus les objets vont avoir une couleur bleue. Donc ça, on le retrouve notamment au niveau des étoiles. C'est notamment utile pour l'analyse des étoiles, parce que plus on va avoir des étoiles chaudes, plus on va tendre vers le bleu. Et donc ça permet de retrouver la température des étoiles, et c'est une propriété qui est importante pour les analyses stellaires. Et par exemple, ça peut aussi permettre de retrouver l'intensité lumineuse intrinsèque des étoiles si on suit la séquence principale, par exemple. Une autre propriété qui est très importante en astro, c'est des ondes électromagnétiques, c'est les raies d'absorption et les raies d'émission. En fait, quand on a par exemple un gaz de différents composants, ces composants-là vont avoir des niveaux d'énergie quantifiés. Et donc, pour transitionner d'un niveau d'énergie à un autre, il va falloir un certain delta d'énergie qui est lié à une certaine longueur d'onde. Et donc, quand on va, par exemple, envoyer de la lumière sur ces composants chimiques, ces composants vont absorber seulement une partie du spectre. Par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est de la lumière qui est passée par exemple, un nuage
gaz d'hydrogène. Et donc ça permet de retrouver les éléments qui peuvent composer par exemple le Soleil, etc. On a aussi la propriété, la propriété réciproque qui est que quand on a un gaz chaud, on a tendance à avoir une émission les atomes vont s'exciter et se désexciter en émettant certaines longueurs d'onde précises. Par exemple, ici, on a le spectre des raies d'émission de l'hydrogène. On a notamment l'arrêt H-alpha qu'on retrouve par exemple dans la nébuleuse d'Orion. Ici, on voit un endroit qui est très rouge. Ça correspond en fait à l'hydrogène chaud dans la nébuleuse. Donc ça va permettre notamment de retrouver les compositions de différentes atmosphères. Par exemple, on peut retrouver la composition de l'atmosphère de la Terre. Ici, on voit ici l'absorption des molécules d'oxygène, d'ozone, d'eau, des molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Mais on peut aussi appliquer ça, par exemple, à d'autres planètes comme Vénus. On peut retrouver la composition de son atmosphère. Mais on peut aussi appliquer ça pour retrouver la composition d'exoplanètes. Donc la manière dont on procède, c'est c'est un peu comme la méthode que Flavien a expliqué tout à l'heure, donc la méthode des transits. En gros, on va attendre qu'une planète passe devant son étoile pour qu'une partie des rayons lumineux du Soleil passe à travers l'atmosphère, et à partir de ça, on va pouvoir retrouver des trous dans le spectre qui vont être liés à la composition de l'atmosphère. Donc on va pouvoir retrouver l'atmosphère de planètes qui sont situées à plusieurs dizaines d'années-lumière. Et donc pour observer à toutes ces longueurs d'onde et pour faire toutes ces analyses, on a besoin de plusieurs outils, et notamment on a plusieurs outils qui sont assez connus, notamment chaque outil a sa spécificité. Par exemple, le James Webb ici a la particularité a été construit notamment pour regarder en infrarouge, dans le visible, pour pouvoir observer les objets lointains et avoir un long temps de focus. On a aussi par exemple VR Rubin qui va plutôt chercher à observer qui a été construit pour observer notamment des des événements transitoires. Puis on va aussi avoir Planck qui a permis de retrouver l'image du fond diffus cosmologique, et etc. Et on a aussi Fermi par exemple qui observe en ondes gamma pour observer les phénomènes les plus violents de l'univers. Mais donc le problème, c'est que les ondes électromagnétiques, c'est très bien, mais on peut avoir certaines limitations que mon collègue va expliquer. Bien. Alors, merci à Audrey. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse à des techniques qui sont basées seulement sur les ondes électromagnétiques, on peut très vite arriver à des petits problèmes. Alors, ces petits problèmes, vous pourriez certainement me dire que, ah oui, c'est certainement parce que quand on s'intéresse à des observations astrophysiques, on va s'intéresser à des phénomènes, ou plutôt à des objets extrêmement loin, et certainement le signal va être complètement perturbé, non seulement à cause de la distance, mais aussi du milieu. Et j'ai envie de vous dire que c'est un argument assez valable. Et historiquement, par exemple en cosmologie, on peut voir qu'au début de ce domaine de la physique, les barres d'incertitude étaient particulièrement importantes. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive quand même aujourd'hui à avoir des degrés d'incertitude assez satisfaisants. Mais tout de même, peut-être qu'on est un peu trop précis, et donc aujourd'hui, quand on regarde nos résultats avec différentes techniques qui s'appuient donc sur des méthodes électromagnétiques, on arrive à ce qu'on appelle une tension. Ici, je vous parle de la tension de Hubble. Donc, on a deux techniques qui sont basées sur les ondes électromagnétiques qui ne donnent pas le même résultat, et les incertitudes ne permettent pas d'expliquer pourquoi ces résultats diffèrent. Alors peut-être qu'on n'a pas suffisamment compris les lois de la cosmologie. Et c'est bien dommage parce que, en fait, c'est quelque chose qui est assez propre peut-être à l'astrophysique et à la cosmologie. C'est le fait qu'on ne peut pas jouir de la répétabilité des expériences. Prenez par exemple le LHC. Ici, on peut produire des tas et des tas de collisions à la chaîne jusqu'à avoir un degré d'incertitude suffisamment faible. Et quand on regarde les courbes qu'on obtient au LHC, on voit à peine les courbes d'incertitude, et quand on regarde ici, on voit directement le pic qui correspond à la production du boson de Higgs.
Et malheureusement, en astrophysique, on n'a pas le bouton qui dit « fais-moi une supernova autant que je veux pour que j'étudie bien ce phénomène et que je comprenne tout ce qu'il y a dans les supernovas ». Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'univers, il a lieu qu'une fois. Et c'est l'un des majeurs problèmes, peut-être le manque d'informations qu'on a quand on fait de l'astrophysique ou de la cosmologie. Et ça arrive que souvent, nos résultats aient des grandes incertitudes. Et même si en jouant un peu sur l'expansion de l'univers, la constante de Hubble, c'est la constante qui quantifie à quel point l'univers s'étend, donc à quel point les objets s'éloignent de nous, et on la mesure techniquement en mesurant à quel point les objets sont loin de nous, pour faire très très bref. Et techniquement, il y a une information auquel on n'a pas forcément beaucoup accès et qui n'est pas du tout claire, car actuellement, la première image qu'on a de l'univers, c'est le fond diffus cosmologique, seulement si on s'intéresse aux ondes électromagnétiques. Et même si je peux me permettre de peut-être avancer l'horloge et aller de plus en plus loin, viendra un moment où techniquement, on ne verra plus rien dans l'univers, car les objets seront trop loin. Et donc, c'est problématique me donne envie de poser la question à Audreyne, a-t-on vraiment tout vu, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que l'on peut voir, plus d'informations finalement qu'on pourrait récolter dans l'univers et qui pourraient nous aider à mieux le comprendre? Et la réponse est non, on n'a pas tout vu. Il y a plein de façons de recueillir encore de l'information dans l'univers. L'univers dans lequel, enfin plutôt le monde dans lequel je vous amène, c'est l'astronomie, plutôt l'astrophysique multimessager, où il existe plein d'informations, que ça soit que je vais vous détailler un peu. En fait, je vais pas vous faire je vais pas faire planer le suspense plus longtemps, et je m'attaque directement au premier messager, c'est-à-dire les ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, c'est donc des objets qui sont prédits par les lois de la relativité générale. Alors, historiquement, Einstein doutait un tout petit peu sur leur existence, car il avait peur que ça soit un artifice mathématique, étant donné que pour les obtenir, on se base, on effectue un changement de coordonnées et tout se passe bien moyennant quelques approximations. Il se demandait si ces approximations elles sont justes. Et pourtant, les ondes gravitationnelles pourraient nous donner plein d'informations, que ce soit sur la masse des corps compacts, le spin, ou bien tout simplement la dynamique de ces objets compacts, et nous renseigner beaucoup plus donc, sur ces phénomènes. Et aussi, sachant que ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas rien, on peut aussi déterminer des distances à partir des ondes gravitationnelles, et peut-être que ça pourrait être une façon de résoudre la tension de Hubble, si jamais on en observe suffisamment. Et d'ailleurs, on en a déjà observé. On a plusieurs détecteurs. Alors, il y a LIGO, Virgo, que ce soit donc, aux États-Unis ou en Italie, et éventuellement CAGRA, même si bon, CAGRA, il marche moyen. Et on a donc des signaux, et on a déjà observé des phénomènes, par exemple de fusion de corps compacts, et c'était vraiment un bon moment en 2015. Et quand même, il y a d'autres façons de comprendre un peu plus l'univers. Alors, je vous avais mentionné le LHC et le fait que, techniquement, c'est une théorie qu'on comprend très bien. Il s'avère qu'on ne les retrouve pas seulement dans nos colliders, mais on les retrouve aussi dans l'univers. Et il y a plein de phénomènes astrophysiques qui en produisent. Alors, pour faire très bref, les particules élémentaires, ce sont un peu les particules qui décrivent toutes les interactions qu'il y a dans l'univers, et un peu les briques élémentaires de la matière. Et imaginons qu'un blazar nous envoie tout plein de messagers, et on serait très content, rassurez-vous, car on aurait plein d'informations pour le comprendre, car ça nous envoie plein de particules qu'on peut étudier. Alors comment alors peut-être, oui, je devrais plutôt faire un baissière de quel type de particules on peut étudier. Alors il y a les astroparticules, donc des astroparticules chargées, j'ai envie de dire. Donc techniquement, par exemple, sans aller trop loin avec les blazars, le Soleil nous en envoie déjà, et techniquement on va les étudier en voyant les traces qu'elles émettent en fait dans l'atmosphère directement, car elles vont rayonner, et nous on va étudier ces rayonnements une fois qu'elles rentrent dans notre atmosphère, car avec le champ magnétique, donc ces rayons cosmiques vont rentrer vont rentrer dans l'atmosphère. Mais il y a oui, on a des observatoires qui s'en occupent, par exemple, pour en citer que un, le Pierre Auger Observatory, donc non loin des Andes, où techniquement on a des systèmes d'antennes qui sont là pour détecter les perturbations qu'on a dans l'atmosphère pour mieux comprendre ces particules. Et ces particules-là, elles pourraient nous renseigner par exemple sur la composition des composants dans l'univers, dans le milieu. Enfin,
autrement que par les méthodes que donnerait Audren. On pourrait aussi comprendre un peu mieux, par exemple, les champs magnétiques qui règnent un peu dans l'univers. Et sinon, tous les phénomènes d'accélération qu'il y a, d'accélération de particules et création de ces particules chargées. Et donc mieux comprendre ces objets astrophysiques. Alors il y a des particules qui interagissent un peu moins, les neutrinos. Elles, elles percent. Et c'est d'ailleurs un avantage car techniquement, je vous avais parlé des particules chargées, et ben, elles sont déviées par les champs magnétiques alors que les neutrinos, elles foncent tout droit. Donc ça nous permet techniquement d'avoir les informations directement sur l'origine. Et aussi ça nous permet de voir là où la lumière ne peut pas pénétrer. Et on a de magnifiques simulations des signaux qu'on peut détecter une fois que ces détecteurs ont ces neutrinos. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça donne quand on observe tout à la fois? Est-ce que si je fusionne ondes gravitationnelles, particules, neutrinos, bon, les neutrinos sont des particules, et ondes électromagnétiques, car il ne faut pas quand même les oublier, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne de superbes observations. Par exemple, ici, on a étudié la fusion donc de deux objets compacts. Il me semble que c'était deux étoiles à neutrons. Et on peut voir ici tous les télescopes qu'avait mentionné Audren. Mais en plus de ça, les ondes gravitationnelles. Et si jamais vous avez de bons yeux, vous pouvez voir qu'il manque les neutrinos. En effet, on n'a pas détecté de neutrinos, malheureusement. Et ça laisse un champ possible pour l'innovation, pour mieux comprendre les phénomènes. Alors en ce moment, on a en construction l'Hyperkamiokande ou LISA, qui sont un interféromètre gravitationnel pour mieux détecter les ondes gravitationnelles et étendre notre champ de compréhension, et l'Hyperkamiokande pour mieux détecter les neutrinos. Et quand même, pour conclure, j'ai envie de dire que c'est fou la quantité d'informations qu'on peut recueillir à partir simplement de ce pauvre petit point bleu aux confins de l'univers, et à quel point il reste juste tellement de choses à voir, et je vous remercie vraiment pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être une ou quelques? Ok. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait observer plutôt que le CMB à l'aide des multimessagers que je vous ai mentionnés? Alors, la réponse est oui, mais il reste encore du travail avant de pouvoir voir au-delà du CMB. Alors, on suspecte ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles primordiales, donc des possibles ondes gravitationnelles qui auraient été émises lors de... Oui, c'est un peu compliqué, mais je pense que... Ouais, je peux l'expliquer, mais techniquement, c'est des ondes gravitationnelles qui ont été émises un peu avant, et ça pourrait permettre de mieux sonder l'état de l'univers avant l'émission du CMB. Et peut-être que tu veux rajouter quelque chose, que ça soit peut-être sur les particules, ou vu que tu as travaillé sur les ondes gravitationnelles à Audren. C'est ondes gravitationnelles primordiales. Effectivement, ça nous permettrait de regarder avant le fond diffus cosmologique, ce qui serait une avancée extraordinaire, parce que en fait, on a des théories qui modélisent, par exemple, l'inflation primordiale, qui modélise ce qui s'est passé avant le fond diffus cosmologique. Sauf qu'on n'a aucune vraie observation, et ce serait génial, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent avant le fond diffus cosmologique, en effet. Mais c'est encore en recherche, et c'est pas avec nos détecteurs actuels qu'on va les détecter. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les modes B, c'est chercher à récupérer des ondes gravitationnelles primordiales autrement que directement avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et puis, si je dis pas de bêtises, normalement, il y a ce qu'on appelle des baryons acoustic oscillation qui peuvent être détectés avec certaines particules, et ça pourrait aider de mieux comprendre aussi l'univers avant le CMB, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui. Tu veux expliquer ce que c'est que les synchrotopes? En gros, quand une particule chargée va avancer dans un champ magnétique, elle va avoir tendance à tourner, et en tournant, elle va subir une certaine accélération. Cette accélération va induire une perte d'énergie au niveau de la particule chargée,
Et cette particule chargée, cette perte d'énergie se traduit par un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron. C'est notamment un rayonnement qui est utilisé par exemple dans le synchrotron soleil qui est sur le plateau à côté. En gros, on fait tourner un électron dans un anneau, et vu qu'il tourne, il va émettre des rayonnements synchrotrons, et ça c'est utile notamment pour faire de l'analyse avec plusieurs ondes électromagnétiques. Voilà, ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Alors, avec 2 détecteurs, c'est compliqué. On a juste en gros, on a juste un cercle pour la position des événements. Avec Virgo, c'est possible de cibler un peu plus à un endroit particulier, mais il faut savoir que le positionnement les positionnements des événements pour les ondes gravitationnelles est quand même sacrément dégueulasse pour l'instant. Il y en a qui sont très précis, mais les détecteurs nécessitent encore des améliorations, et surtout on n'a que 3 détecteurs, donc c'est un peu chaud de récupérer une vraie position bien définie. Mais du coup on a d'autres détecteurs qui arrivent plus tard. Par exemple, je crois que c'est LISA, si je ne me trompe pas. LISA, un projet européen. Il y a Einstein Telescope, des trucs pour détecter des ondes gravitationnelles, mais s'ils arrivent un jour, quoi, parce que il y a eu des financements, des trucs comme ça, notamment aux États-Unis. Ouais. Ah, pardon, tu voulais dire. Alors effectivement, c'est peut-être un manque de précision de ma part, car elles n'interagissent pas. C'est pas qu'elles n'interagissent pas, mais c'est qu'elles interagissent très peu. Et comment on les détecte? Par exemple, au Super Kamiokande, ce qu'on fait, c'est qu'on a une cuve où avec beaucoup de photorécepteurs, où techniquement, on va détecter la moindre petite perturbation dans les grandes masses d'eau. Et en fait, c'est des phénomènes très très faibles, mais c'est détectable. Donc, merci pour cette précision, car effectivement, je suis allé peut-être un peu trop vite. Bon, alors éventuellement, si vous avez d'autres questions après, c'est avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Et désolé, je fais le travail du speaker. Pas de souci. Vous êtes juste un tout petit peu short niveau timing, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Audrey et Mohamed. On va enchaîner sur la prochaine conférence. Aurélie et Meïwi qui vont nous parler de l'après-apocalypse stellaire. Pardon. Ah putain, mais non, d'accord. Ok, merci. Donc bonsoir à tous et à tous. Alors, vas-y, commence. Je m'appelle Meïwi. Et moi, je m'appelle Aurélie. Du coup, on est en L1 maths physique. Et ce qu'on va présenter, c'est un peu moins poussé que ce qui a été présenté avant. Mais c'est assez fascinant et on a vraiment trop aimé ce sujet, donc on préfère vraiment en faire part. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vous emmener dans un voyage qui est assez fascinant, celui des mondes qui survivent et qui existent, même après la mort de leurs étoiles. Donc, lorsqu'on pense à la fin d'une vie d'une étoile, on pense directement à que tout s'effondre, tout brûle, et qu'en fait, en réalité, c'est l'apocalypse totale. Sauf que c'est faux, parce que dans l'univers, il existe des mondes qui vont alors muter, d'autres qui vont endurer, et d'autres qui vont juste renaître. Okay. Du coup, en fait, ces planètes, on les a notées les planètes de l'au-delà, et en fait, elles sont juste témoins silencieux de l'apocalypse stellaire.
Et on va explorer tout ça avec elle. Donc, pour commencer, on va parler de la mort d'une étoile. Hop là. Et du coup, on va parler de la fin d'une étoile, un feu d'artifice cosmique et une nouvelle opportunité. Donc, est-ce qu'on se base plutôt sur un cataclysme ou est-ce qu'en réalité, c'est peut-être une seconde chance? Donc, on va prendre comme exemple le Soleil, qui est donc une étoile solaire. Et pour en fait comprendre le destin des planètes, on va d'abord commencer par le destin de leurs étoiles. Donc, il faut savoir qu'une étoile de type solaire, elle va vieillir pendant à peu près 10 milliards d'années. Donc, pendant ce temps-là, elle est assez stable. Voilà, tout se passe bien. Les planètes tournent autour. Enfin, elle fait sa vie tranquille. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, vu qu'elle brûle du carburant, donc l'hydrogène, au bout d'un moment, en fait, ça va s'épuiser. Et si ça s'épuise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va gonfler. Et lorsqu'elle va gonfler, elle va devenir une géante rouge qui est donc juste au-dessus. Donc, à ce moment-là, son rayon, ce qui est assez fou, c'est qu'il peut atteindre l'orbite de la Terre. Et là, par contre, c'est un problème, parce que si le Soleil devient une géante rouge, on va juste totalement être détruit, brûlé, voire englouti. À ce moment-là, le système il est totalement bouleversé, ce qui fait qu'on a des planètes qui vont être brûlées. On va avoir les orbites qui vont changer. Et l'environnement, il va du coup devenir absolument chaotique. Donc ensuite, on a la transformation en naine blanche. Donc à ce moment-là, c'est assez marrant parce que on a comment expliquer ça? On a en fait la géante rouge qui va juste en fait enlever son manteau, en gros. Et, et vu qu'elle enlève son manteau, en fait, elle va juste éjecter son enveloppe externe. Et à ce moment-là, elle va perdre toute sa masse. Et au centre, on a quelque chose, donc c'est la naine blanche. Elle est assez petite, elle est plus petite que la taille de la Terre et elle dépassera jamais la taille de la Terre en réalité. Et donc, en fait, il y a un changement quand même radical parce qu'il y a la perte de masse de l'étoile. Et ça, vu que c'est lié à la gravité, résultat, il y a des problèmes avec les interactions. Et donc, il y a des grosses conséquences au niveau des planètes qui sont autour. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être éjectées. Il y a un élargissement des orbites. Et aussi, il y a même des planètes en fait, qui vont juste errer toutes seules. Donc, on peut se demander, si toutes les planètes elles sont éjectées, toutes celles autour en fait, sont éjectées, est-ce qu'il y en a quand même qui survivent? En réalité, oui, il y en a. Et celles-ci, ce sont donc les planètes qui se retrouvent assez loin, c'est-à-dire Saturne, Jupiter, et bien évidemment leur équivalent dans d'autres systèmes. Donc il y a elles qui vont survivre, et il y a aussi certaines lunes, comme par exemple dans ces exemples-là, leurs lunes, qui vont aller errer et devenir indépendantes. Donc après ce chaos, il y a un nouveau monde qui naît. Mais on parle d'un nouveau monde, mais c'est pas forcément positif, et on verra ça tout de suite. Donc comme Aurélie l'a dit, dans ce nouveau monde, après la mort de leur étoile, on a un nouveau monde inattendu où on aura des planètes zombies, des planètes ressuscitées et celles qui vont renaître, et aussi celles qui vont être détruites mais qui vont provoquer un recyclage cosmique assez fascinant. Et donc tout d'abord, ces planètes zombies, en fait, ce sont des survivantes froides et qui sont plongées constamment dans des nuits quasi éternelles, puisque la naine blanche fournit très peu de lumière. Et donc, elle reste figée et silencieuse, mais elle reste toujours présente dans le système. Cependant, on a des planètes qui vont se rapprocher de l'étoile morte et de la naine blanche, ce qui est assez paradoxal par rapport à ce qu'on avait expliqué précédemment. Mais en fait, cela est dû aux interactions gravitationnelles et des perturbations avec d'autres planètes et potentiellement des étoiles compagnes. Et ce qui fait qu'elles vont se rapprocher de la naine blanche et elles pourront peut-être se réchauffer et
et parfois redevenir habitables. Mais la grande majorité vont être détruites et vont se fragmenter et même se réduire en poussière. Et toute cette poussière va se rapprocher de la naine blanche et ainsi former un anneau de poussière. Et c'est là que tout devient fascinant. Tout d'abord, la présence des espèces chimiques, des éléments chimiques des anciennes planètes vont témoigner de la présence de mondes qui ont vécu pendant des milliards d'années et disparu. Et il y a encore quelque chose de plus surprenant, c'est que les débris de cet anneau vont former des planètes autour de cette étoile morte qu'on va appeler les planètes de seconde génération. Et il faut noter qu'il y a quelques années, on avait déjà découvert des planètes rocheuses. Et c'est de ça qu'on va s'intéresser, notamment dans la suite, puisque cela va impacter notre futur. Ok, donc pour finir, on va parler surtout de notre futur. Et c'est assez intéressant. Donner vos idées sur ce sujet-là. Bon, ça va, je continue. Allez. Du coup, on a les naines blanches. Les naines blanches. Attends. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Bon, du coup, on va parler des implications pour l'exobiologie et surtout pour notre propre futur. Donc, l'exobiologie, au cas où, c'est tout ce qui est lié à la vie autre que sur la Terre. Donc, Maïwé, elle a parlé d'une zone habitable et on va la considérer comme assez tardive. Les naines blanches, en fait, elles sont froides. Enfin, quand même, elles sont un peu jaunes, mais sont quand même relativement froides. Et surtout, elles ont une faible luminosité. Donc, en fait, il y a un endroit à côté de la naine blanche où les planètes, elles peuvent y aller. Et à ce moment-là, on peut considérer ça comme une zone habitable. Ok, bah parfait. Du coup, là, on en est à une zone habitable tardive. Et donc, si ces planètes, elles s'y trouvent, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent maintenir de l'eau liquide. Elle peut être stable pendant 1 à 3 milliards d'années, et ça, carrément, bah, ça suffit pour vivre. Par contre, on peut se poser une question. C'est du coup, est-ce que la vie elle peut survivre à une apocalypse stellaire? Donc du coup, la question, elle est assez ouverte, et chacun a son propre avis. Donc nous, on a déduit 2 scénarios. On ne sait pas trop si vous êtes d'accord ou pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, il y a le premier scénario. Le premier scénario, c'est que la vie survit. Donc sous la surface, ce serait peut-être un océan interne ou quoi. Et la vie, elle va rester dedans pendant les phases chaudes. Et en fait, elle va réémerger quand le système il va forcément se stabiliser au bout d'un moment, comme Maïwi en avait parlé juste avant. Le deuxième scénario, ce serait que la vie renaît. Donc on l'a vu dans la partie 2, qu'au bout d'un moment, il y a une possibilité qu'il y ait une nouvelle génération et que ça revienne. Donc du coup, à ce moment-là, il faudrait surtout penser au fait que des naines blanches, il y en a énormément. Ok. Du coup, elles sont vraiment nombreuses. Il y en a des centaines de millions rien que dans notre galaxie. Donc déjà là, c'est assez rassurant parce que plus il y a d'étoiles mortes, plus il y a de possibilités pour notre futur, pour trouver des zones habitables. Donc là, on va parler du destin de notre système solaire pour terminer ici. En fait, c'est pas très rassurant, mais faut quand même en parler. Un jour, dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge. Voilà. Donc ça veut dire que Mercure, Vénus et probablement la Terre seront engloutis et au pire complètement brûlés. Et par contre, Jupiter et Saturne survivront. Donc c'est déjà ça. Et leurs lunes aussi, soit elles vont tourner autour de naines blanches, ou soit elles vont juste errer indépendamment et elles feront leur vie. Mais après, peut-être que avec certains fragments, comme on a vu dans la seconde partie, ils vont peut-être former un nouvel anneau, peut-être un disque, je sais pas, une planète de seconde génération. Et ça sera autour du Soleil, qui sera devenu une naine blanche. Donc, on arrive maintenant à la fin de notre sujet. Et en fait, pour conclure, la destruction n'est pas une fin définitive, puisqu'on a vu que certaines planètes vont être ressuscitées et d'autres vont se former à l'aide des poussières qui restent de l'étoile morte. Et
de ce chaos, il reste aussi des traces de l'histoire. Et, et les naines blanches vont porter en elles des potentielles possibilités de nouvelles vies et de nouveaux mondes. Bah, du coup, juste pour conclure, en gros, ce serait surtout qu'il peut y avoir une zone habitable pour le futur. Il faudrait juste voir quel scénario prendre en compte. Et aussi, je vais vous montrer un truc qui est super intéressant, mais j'en ai pas parlé, du coup, je vous le remets de force. Donc là, on a des... on a donc, au moment où ça devient une naine blanche, bah, y a ça qui se forme, c'est une nébuleuse planétaire, et c'est un magnifique gaz. Donc après, il y a forcément du positif quelque part, même si bah, ça va détruire l'entièreté de la Terre. Mais voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Et voilà, voilà. Bonjour, avant de vous passer aux questions, si vous en avez sur cette conférence, je fais une petite annonce. La sécurité va fermer le parking de Akbar, donc si vous avez votre voiture dans le parking qui est tout seul ici, manifestez-vous maintenant et vous serez bloqué. Voilà, merci. Bah, en fait, c'est possible parce que. Ok, pardon. Bah, en fait, c'est un peu. Enfin, je crois que j'ai bien compris la question. Mais du coup, c'est possible parce qu'avec les interactions qu'il y aura. Enfin, il y aura sûrement des interactions avec d'autres planètes quelque part. Et donc, à ce moment-là, bah, déjà, elle va finir par stabiliser. Et comme on a dit, avec les scénarios, bah, on ne sait pas vraiment. Donc, peut-être qu'il y aura de la vie dedans. Enfin, c'est comme s'il y avait la surface qui était inhabitable. Et dedans, par contre, il y a la vie qui va en fait rester. Et elle va juste ressurgir quand elle sera stabilisée. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle va probablement se stabiliser avec toutes les interactions autour. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière conférence. Nous allons passer à la dernière conférence sur l'univers primordial, animée par Yiji, qui va se faire en anglais. Peut-être en français. C'est bon. C'est bon. Je peux parler en français, c'est bon. C'est bon, je peux parler en français. Ouais. Du coup, c'est. Do people speak English? Do not speak French here? Like, if there is someone who can't speak French, I can like give the talk in English. Ok, d'accord. Merci. Ouais. Ok.
il y a des quarks et leptons. Leptons, c'est juste des fermions avec une masse très faible, comme électrons, muons, taux, je crois. Même au collège, on sait que l'électron est a de masse plus faible que le photon ou le neutron, etc. C'est ça. Avec aussi le gauge boson et le Higgs boson. Et du coup, le mécanisme ici, c'est que on doit avoir le Higgs boson pour avoir une masse. Et du coup, au-delà d'un seuil, on peut simplement comprendre que, considère que le champ de Higgs n'existe plus, mais c'est pas très rigoureux. En fait, c'est le VIV le champ thermique du champ Higgs n'existe plus, donc il n'existe plus le mécanisme de Higgs, mais du coup, on peut simplement considérer que le champ de Higgs n'existe plus. Donc, au-delà d'une certaine température, il n'existe plus le champ de Higgs, et donc il n'y a plus le mécanisme de Higgs. Alors, c'est-à-dire toutes les particules ici, il n'y a plus de masse. Mais du coup, il y a une seulement exception, mais c'est très théorique. C'est juste une hypothèse, et on n'a jamais détecté pour l'instant dans les laboratoires, c'est le right-handed neutrinos. Parce que le neutrino familier qu'on a pour l'instant, c'est de left-handed neutrinos, mais du coup pour right-handed neutrinos, il va avoir une masse plus forte que left-handed neutrinos, et du coup il ne dépend pas de le Higgs boson ou le mécanisme de Higgs. Alors, c'est-à-dire, même au-delà de la température, une seuil quelconque, il existe encore le right-handed neutrinos. Et au premier instant de l'univers, je crois que il existe certainement quelqu'un qui est déjà master et donc qui sont déjà passés le cours de la théorie de relativité générale ou l'astrophysique. Il existe un modèle très standard qui s'appelle Lambda CDM. C'est Lambda Code Dark Matter. C'est peut-être le standard, le modèle le plus standard pour l'instant. Il explique très bien quelques phénomènes de l'univers, par exemple le Cosmic Microwave Background, CMB, etc. La structure de galaxies, comme la répartition de galaxies, aussi les masses, l'inflation et l'histoire de l'univers, etc. Il y a quelques composants clés dans ce modèle, c'est constante cosmologique nodée lambda, c'est la constante de cosmologique d'indégation d'Einstein. Aussi, la matière noire froide, ça compte plutôt 25% dans l'énergie totale de l'univers. Et aussi la matière ordinaire, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on a pensé à cette question? Pourquoi l'univers a-t-il évolué tellement, a-t-il évolué ainsi? Pourquoi c'est pas une autre direction ou une autre possibilité de l'univers, comme l'univers parallèle, etc., dans la fiction? En fait, il existe des observations cosmologiques. On sait que, d'après les observations cosmologiques, il existe beaucoup plus de matière que d'antimatière. Et notre existence elle-même, c'est une preuve indirecte. Parce que si il y a la symétrie entre la matière et l'antimatière, alors on n'existe plus, on est juste de photons ou de la lumière, il n'existe pas de masse ou de matière. Donc, ça suggère un mécanisme au-delà du modèle standard. Modèle standard BSM, c'est Beyond Standard Model. Et
qui génère une asymétrie matière-antimatière dans l'univers primordial. C'est-à-dire, au tout premier instant de l'univers, il existe une asymétrie entre la matière et l'antimatière. Et en fait, si on note le nombre de baryons, on peut noter Neptune, le nombre de Neptune comme L. Je peux écrire comme ça. Si on note le nombre de baryons, c'est le, comme je dis, c'est les particules composées de 3 quarks, comme le photon ou le neutron. Et si c'est une matière, on le dénote comme plus 1. Si antimatière, on le dénote comme moins 1. Et le même cas pour le lepton. Alors, dans le processus, dans ce monde maintenant, tous ces processus, le nombre de P et le nombre de R est conservé. Il n'existe pas d'exception. Mais du coup, dans le monde primordial, à très haute température, le nombre de B ou le nombre de R peut-être n'est plus conservé. Mais du coup, la différence entre le B et L, c'est B moins L, est toujours conservé. Donc, pour l'instant, je veux faire une petite expérience. Je ne sais pas si quelqu'un veut tenter une hypothèse. Pourquoi, dans cet univers, on a beaucoup plus de matière comparé aux antimatières? En fait, je ne sais pas si quelqu'un veut tenter une hypothèse. Parce que, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Et plus précisément parce que si quelqu'un peut guess it right, je crois que c'est peut-être le prochain lauréat du prix Nobel, parce que tout le lecteur que je vais mentionner est lauréat du prix Nobel. Donc, il reste 5 minutes. Ah, pardon. Je vais avancer. Bon, du coup, je trouve que le processus pour mon style est réversé, donc je vais parler par le Sakharov condition d'abord. En fait, en 1967, Sakharov propose 3 conditions. Juste comme tu as dit, il propose 3 conditions. La première, c'est violation du nombre baryonique, c'est-à-dire si on considère que le nombre initial de B est égal à 0, alors après un certain moment, il doit être violé le nombre de baryonique, parce que s'il est illégal, toujours 0, alors il n'existe pas de photons, de protons, de neutrons, etc. Donc, à un certain moment, le B n'égale plus 0. C'est très intuitif. Et la violation de C et de CP, C, c'est le charge conjugué. Donc, c'est de transformer une particule en antiparticule. Donc, si on a une symétrie toujours vérifiée de C, alors il existe un équilibre entre le particule et l'imparticule. Donc, il n'existe pas de conférence entre ces deux nombres. Donc, le C et le CP, P c'est juste l'inverse de l'espace. Si C est toujours vérifié, alors il n'existe pas de la différence entre la matière et l'antimatière. Donc, la C doit être violée. Et il n'existe un écart de l'équilibre thermique. Pourquoi? Parce que s'il existe toujours
l'équilibre thermique, alors la rapidité ou la vitesse de réaction du processus de matière à antimatière et antimatière à matière est toujours égale, donc il n'existe pas de différence entre ces deux. Donc il existe certainement un moment qu'il y a un écart à l'équilibre thermique, donc la vitesse entre ces deux réactions n'égale plus. Voilà. Alors ces idées précèdent de façon remarquable la formation complète du modèle standard parce que c'est proposé bien avant le modèle standard. Donc Sakharov prédire ces conditions. He's a genius. Et donc je peux présenter le mécanisme de l'éplanogénèse. Donc c'est juste qu'on peut considérer que le right-handed neutrinos se désintègre plus souvent en antineutrinos qu'en neutrinos accompagnés de boson de Higgs, comme j'ai dit. Et puis, par le processus de Sphaleron, l'électron d'antimatière, il va convertir en baryon de matière. Mais dans ce processus, on peut vérifier que le nombre de P-L est toujours vérifié. Et à mesure que l'univers refroidit, les baryons acquièrent leur masse et se couplant au boson de Higgs. Donc, la masse de matière est plus forte, et plus que la masse de antimatière. Donc, je vais passer ces étapes. Donc, pour l'instant, il y a une recherche expérimentale, le projet DUNE, c'est Deep Underground Neutrino Experiments, c'est aux États-Unis. Et l'objectif principal, c'est de trouver ou c'est de tester le processus de neutrinos. Et le résultat entendu, si on peut avoir de nouvelles constrantes sur le mélange, etc. Alors, si le processus est vérifié par le neutrino dans les laboratoires de DUNE, alors on peut considérer que oui, l'éplanogénèse est peut-être correcte. Mais du coup, je ne sais pas si c'est une vidéo, je veux juste 2 minutes pour... mais je sais pas, ok. Merci. Pardon, c'est la première fois que je donne une conférence en français, donc je m'en excuse si je ne parlais pas très bien. Voilà, on peut commencer juste. Oui, oui. Avec des sons. Est-ce qu'il y a besoin du son? Oui, je crois qu'il y a des sons. Non, mais est-ce qu'il en a besoin pour comprendre la vidéo? Quoi? Ok, mais c'est bon, on peut commencer juste. Lead South Dakota, called the Sanford Underground Research Facility, or SURF. SURF is a laboratory located deep underground, and it will house the DUNE detector, which can detect neutrinos. Neutrinos change their identity as they travel, turning from one type of neutrino into another. What DUNE will do is study this morphing behavior of neutrinos and compare it to antimatter neutrinos. If they're different, this whole leptogenesis thing could be true. Now, some caution is in order. We have to be careful about the logic. If leptogenesis is true, we should see differences in the morphing behavior of neutrinos and antimatter neutrinos, but the converse is not necessarily true. Seeing those differences in the morphing of neutrinos and antineutrinos doesn't mean that leptogenesis is true. After all, we still need to establish that right-handed neutrinos exist and the neutrinos are their own antimatter particle. So there'll still be some work to do. But seeing that matter and antimatter neutrinos change their identity in different ways will be a huge clue, and maybe, just maybe, we'll have found a key clue to unravel one of the most pressing mysteries of modern physics. DUNE won't start operations until the second half of the 2020s, so we'll have to wait a while to know the answer, but that's research for you. Yeah, I know.
waiting is hard. But good things come to those who wait. Okay, so this topic was super interesting as it is a proposed answer to one of the most puzzling mysteries. De cette lumière, et on ne sait pas, mais comme des étudiants en physique, on peut, comment dire, je sais pas, devote ourselves to like lifetime of the year, like comme ça. D'accord. Il n'y a pas d'autre chose. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser s'il y a. Ouais, c'est peu. Ouais. Si c'est très éloigné, donc le graviton il va être très faible. Et entre la matière et l'antimatière, je crois qu'il n'existe plus d'interaction parce que c'est très éloigné et c'est très faible. Je ne sais pas. Mais si tu veux, tu peux précisément formuler ta question parce que je n'ai pas très bien compris. Pardon. Ouais. C'est pas le même mécanisme parce qu'on peut considérer le Lagrangian of their like et action, leur action, c'est pas le même. En fait, comme je dis, le 1R n'est pas dans les laboratoires. C'est juste une hypothèse parce qu'on peut faire. C'est un mécanisme qui s'appelle mécanisme de ciseaux. Il existe une bascule entre la masse de neutrinos et la masse de right-handed neutrinos. Their behavior, leur comportement est très difficile parce qu'on peut dériver théoriquement par la théorie du modèle standard. On peut ajouter parce que, comment dire, la Lagrangian et leur action de la masse de NR, c'est right-handed neutrinos, parce que, comment dire, ça revient à la question, pourquoi il ne dépend pas du mécanisme de Higgs, parce que Lagrangian n'existe pas le der du champ de Higgs. Donc, leur comportement est très différent. Étant une galaxie très éloignée de nous,